Ça y est, votre première partie de Donjons et Dragons approche. Vous avez des idées, vous avez un scénario, vous avez réfléchi à vos PNJ, à leurs objectifs, vous avez une mission à confier à vos personnages joueurs. Vous allez les plonger dans votre univers. Peut-être même que vous avez déjà joué votre partie. D'ailleurs, à ce stade, vous êtes maître du jeu, ça fait quelques temps que vous maîtrisez, et il y a encore un petit truc qui vous gêne. En fait, vous êtes toujours sur Internet à regarder ce que disent les MJ à droite à gauche, leurs conseils. Vous vous rendez bien compte que tous les MJ ont des styles différents, qui rencontrent des problématiques, qu'ils essaient de les résoudre. C'est passionnant, vous lisez tout ça. Et vous voyez qu'il y a des sortes de petites injonctions, des sortes de petites vérités là qui popent à droite à gauche, et il y en a deux qui ressortent. Il y en a une qui vous dit le railroading, c'est pas bien. Les scénarios couloirs, c'est pas bien. Il faut laisser de la liberté à vos joueurs. Si vous êtes MJ, vos joueurs ne vont pas aimer être forcés en permanence à faire des choses. Il y a une forme de vérité là-dedans. Si on joue au jeu de rôle, on aime bien pouvoir faire des choix, etc. Quand on ne peut pas faire de choix, on est probablement confronté à une histoire, mais on est là en train de parler d'un extrémum, n'est-ce pas? Je pense que dans quasiment toutes les parties de jeu de rôle, on a des choix. Mais voilà, on vous met en garde sur le fait de laisser des choix à vos joueurs. C'est une bonne mise en garde, il faut pas la prendre trop au pied de la lettre, il peut y avoir des bons scénarios linéaires, etc., etc. Mais les choix sont centraux dans le jeu qu'est le jeu de rôle, et donc vous devez essayer de les préserver. Mais à côté de ça, il y a une autre forme d'injonction, un petit peu de phrase toute faite qui ressort tout le temps, c'est « ça sert à rien de préparer ». De toute façon, les joueurs, ils vont toujours faire ce qu'on n'avait pas prévu, ils vont toujours partir dans tous les sens, et c'est peut-être ce que vous avez constaté, vous avez l'impression que quand vous préparez des choses, etc., bah ça sert à rien en fait. Les joueurs, ils font tout et n'importe quoi, et du coup, vous vous dites, à quoi bon? Quelle est ma place là-dedans? À quoi ça sert? Pour moi, de leur servir un petit peu mon imaginaire, d'essayer d'inventer des PNJ, s'ils vont jamais leur parler, de préparer des trucs, s'ils ne s'y intéressent pas. Je prends là seulement deux formes de sortes de pseudo-grandes vérités du jeu de rôle, qui n'en sont pas tout à fait en réalité. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un troisième outil créatif pour essayer, lors de votre préparation de partie, de guider l'œil de vos joueurs et de faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce que vous considérez comme important, sans les forcer à s'y intéresser, sans les railroader. Donc les railroader, les mettre dans un petit train qu'ils sont obligés de suivre. On va essayer de faire en sorte de préserver leur choix. On va pas les bloquer artificiellement, on va pas les enfermer, on va les laisser se plonger dans le monde, mais on va faire en sorte que les choses qu'on a préparées soient mises en valeur et qu'on soit pas tout le temps obligé d'inventer à la volée des trucs qui potentiellement ne nous intéressent pas. Parce que c'est ça l'enjeu. Si vous adorez inventer plein de trucs à la volée, faire cette sorte d'improvisation chaotique, etc., ça vous intéressera peut-être un peu moins. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais si il y a des choses que vous voulez mettre en valeur parce que vous y trouvez du sens, parce que vous trouvez que c'est des choses qui sont belles ou intéressantes, ce serait sympa d'avoir un outil pour essayer de donner un petit peu de focus là-dessus durant votre partie, qu'on puisse se concentrer là-dessus. Cette vidéo fait suite à deux autres vidéos dans lesquelles je vous parlais d'une méthode toute simple pour essayer d'accepter ces idées. C'est un premier outil basique. Une deuxième vidéo dans laquelle on a essayé de transformer nos idées en quelque chose de vivant, un scénario, de mettre de l'action dans nos idées pour que ça devienne jouable. Cette troisième vidéo fait suite à ça. Pour moi, c'est vraiment les trois outils basiques qui vont vous accompagner à chaque fois que vous allez préparer des parties de jeux de rôle. À mon avis, moi, c'est mon cas. Ce troisième outil, il est simple à comprendre, mais il est difficile à maîtriser. Easy to learn, hard to master. C'est pas un outil qui, hop, s'applique comme ça, c'est quasiment une doctrine. C'est de ça qu'on va parler. Donc vous êtes sur le bon MJ. Dès à présent, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Il y aura d'autres vidéos de la voix du maître du jeu, du Dungeon Master, qui viendront par la suite. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à préparer ces vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets qui vous intéressent en fait. Vous les mettez en commentaire, c'est pas dit que je puisse les traiter. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui me posent dans les dernières vidéos des questions sur des jeux spécifiques, des avis sur ces jeux, etc. Ça m'intéresse assez peu, honnêtement, d'y répondre. Je pense que ça ne serait pas pertinent. Il y a des vidéos sur la chaîne, sur des jeux que j'ai lus, des jeux que j'ai testés, etc., que vous pouvez retrouver plus anciennes. Mais ici, dans cette série que j'entame, et qui est bien entamée maintenant, en 2026, je veux surtout parler des conseils de préparation ou pour mener des parties. Ces conseils, ce sont des outils pratiques que vous pouvez choisir d'utiliser ou non, et de la manière que vous voulez, dans votre style. C'est ça le cœur de cette série. Donc l'outil dont j'ai envie de parler aujourd'hui sert à guider l'œil. On va passer sur le tableau blanc et je vais vous présenter la doctrine ici de Chris McDowall. Chris McDowall, c'est un auteur de jeux de rôle qui a écrit des jeux de rôle comme Into the Odd, Electric Bastion Land, Mythic Bastion Land et d'autres projets que je n'ai plus en tête ici. Et on va pas parler de ces jeux spécifiquement,
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les jeux de Chris McDowell, et d'ailleurs je sais même pas si j'ai bien écrit Chris McDowell ici, ce sont des jeux qui s'inscrivent dans du jeu d'aventure un peu à la D&D ou, donc Donjons et Dragons, hein, où on va explorer, on va faire des choix dans un monde vivant un peu bac à sable. Et moi, c'est comme ça que j'aime jouer, et c'est de ça dont je parle. Ces outils seront peut-être moins pertinents pour d'autres jeux, ça n'empêche qu'à mon avis, ils restent intéressants. Donc Chris McDowell, il nous parle de la doctrine ici. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un outil en 3 temps, un petit peu comme celui de la vidéo précédente, et ça présente bien comment se passe la boucle de jeu d'un jeu d'aventure à la Donjons et Dragons. La première étape, c'est l'info. L'étape de l'info, c'est votre étape d'intervention principale en tant que MJ, et c'est celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, pour justement guider la partie. Vous allez avoir un rôle capital à cette étape. On en parle juste après. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous donnez des informations à vos joueurs, et c'est à partir de ces informations que eux vont faire des choix. Donc, choice. Là, c'est le moment où eux, ils brillent, particulièrement dans un jeu d'aventure comme Donjons et Dragons. Ils sont leurs personnages, ils s'imaginent dans ce monde. Qu'est-ce que pourrait faire mon personnage dans la situation qui m'est proposée, la situation qui m'est décrite grâce aux informations que m'a donné le maître du jeu. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est le moment de vos joueurs. Et ensuite, il y a l'impact. C'est l'impact des choix. Et là, c'est un moment où vous reprenez la main en tant que maître du jeu. Ce sont les conséquences de ces choix. Vous reprenez la main soit par l'arbitrage, soit c'est le jeu qui va reprendre la main. Parce que par exemple, on va jeter des dés, les règles vont faire quelque chose, mais en gros, le joueur vous décrit son action, il fait un choix, et vous allez décrire le résultat si vous arbitrez que ça marche pas, tout simplement. Ou alors, vous allez arbitrer que là, on va faire appel aux règles, et donc on va faire appel aux règles, et c'est les règles qui vont nous guider pour nous donner l'impact du choix qu'a fait le joueur, et donc les conséquences. Et une fois qu'on a fait ça, vous retournez dans la boucle au stade de l'info, et l'info, vous décrivez les conséquences, vous rétablissez la situation en quelques mots, et hop, c'est à nouveau au joueur de faire des choix, et comme une boucle, comme un cycle, la partie se déroule. Il y a des jeux qui fonctionnent pas exactement comme ça, les jeux à narration partagée, etc. C'est peut-être ça le jeu. Si vous débutez, peut-être que vous avez un jeu comme ça, un jeu où les joueurs sont plus libres d'inventer des choses sur le monde, donc peut-être qu'ils ont leur mot à dire dans la partie info. Peut-être qu'ils ont leur mot à dire aussi dans la partie impact, peut-être qu'ils décrivent à chaque fois les conséquences, etc. On est un peu plus dans une forme de story game que de jeu d'aventure où on se met vraiment dans la peau d'un personnage en tant que joueur. Mais dans un jeu tel que Donjons et Dragons, Shadow Dark, le jeu auquel moi je joue la plupart du temps, cette boucle est hyper efficace pour représenter ce qui se passe en jeu de rôle. Donc nous, notre histoire, c'est qu'on veut préserver les choix des joueurs, donc on ne veut pas intervenir plus que ça ici, en tant que maître du jeu. C'est ce qu'on se disait, hein, on veut pas forcer les choix, mettre des barrières, des trucs. Et a priori, le moment où les joueurs vont avoir la sensation désagréable d'être railroadés, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, etc., c'est le moment où, en fait, entre le choix et l'impact, vous allez être un peu trop interventionniste. C'est-à-dire que vous allez trop souvent réduire leur impact. Ils font des choix, mais l'impact n'est pas assez significatif. Voire il n'y a pas d'impact du tout. Voire vous leur donnez l'illusion qu'il y a de l'impact, mais juste après vous le supprimez, etc., etc. Je ne vais pas m'enfoncer trop là-dedans. Pour notre histoire de joueurs qui partent dans tous les sens et qui font n'importe quoi, l'idée, ce n'est pas de venir encadrer plus que ça le choix et venir les empêcher de faire d'autres choses. C'est de jouer avant, à l'étape de l'information, sur les leviers dont vous disposez en tant que MJ pour influencer les choix, guider un peu plus les choix. Si vos joueurs ne savent pas quoi faire, qu'ils n'arrivent pas à faire des choix, ou alors qu'ils font des choix hyper bizarres, c'est probablement qu'il manque un petit peu d'informations, qu'ils ont du mal à se projeter dans l'univers, c'est une possibilité, que tout ça n'est pas clair, et donc que vous, en tant que maître de jeu, vous avez un rôle à jouer, soit c'est par pur esprit de contradiction, peut-être ils ont envie de tout casser, qu'ils sont justement dans cette réflexion très méta-jeu, c'est-à-dire ils ne prêtent pas de sérieux au jeu que vous leur proposez, du coup ils font un peu exprès de faire n'importe quoi, et dans ce cas-là, cette vidéo ne va pas pouvoir résoudre le problème. Nous on part du principe que vous essayez de guider des joueurs volontaires, qui ont compris le ton dans lequel on veut jouer, quel est l'objectif de la partie de jeu de rôle là, qui essaient de respecter ce que vous avez fait, les autres, qui sont de bonne foi. Et si, malgré le fait qu'ils soient de bonne foi, il s'avère qu'ils sont peut-être pas hyper compétents, c'est tout à fait possible. Peut-être que ce sont des gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas les mêmes références que vous, etc.
ou alors peut-être qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ont du mal à se concentrer, etc. Sur tous ces facteurs-là, on peut jouer un petit peu plus, nous, en tant que MJ, à l'étape de l'information. On va passer à la partie un peu plus pratique, là c'était vraiment hyper théorique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pourrais pas explorer tout ce thème de l'information parce que c'est vraiment le cœur du rôle du maître du jeu. Donc en fait, c'est l'affaire d'une vie de hobby de jeu de rôle, de maîtriser ce tout petit schéma. L'impact aussi d'ailleurs. Nous, on va se concentrer sur guider le regard. C'est ça qu'on veut. Et ce qui va être important de comprendre, c'est qu'à l'étape de l'information, principalement, si vous voulez guider le regard, il faut que vous sortiez de l'idée que vous êtes un agent neutre en tant que MJ. Vous n'êtes pas un agent complètement neutre. Il y a des styles de jeu qui vont vous dire le MJ est un arbitre, il devrait être neutre, etc. Mais quand ces jeux vous disent ça, c'est pas au niveau de l'information qui vous dit ça. Dans les jeux old school, par exemple, je me permets une petite dérivation qui va peut-être perdre les débutants, donc je fais très très vite. Si vous jouez à un jeu old school, un peu OSR, etc., etc., peut-être que c'est écrit, oui, le MJ devrait être neutre à tout instant, c'est l'arbitre du monde, il n'est pas partie prenante, etc. Mais en fait, quand on dit tout ça, c'est qu'on parle plutôt de l'étape impact, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire qu'au moment de la résolution, le MJ devrait pas favoriser certains trucs par rapport à d'autres, il devrait pas faire de favoritisme pour certains personnages ou pour d'autres, ou essayer de forcer que l'histoire aille dans une direction, et donc par exemple sauver les personnages des joueurs, sauver des PNJ, essayer de préserver son scénario finalement, vraiment le déroulé des événements. Mais le déroulé des événements, on est déjà dans l'étape de l'action et de l'impact. Donc c'est vraiment de ça plutôt qu'on parle quand on parle d'arbitrage un peu neutre, je pense. Mais la neutralité au moment de comment on donne l'info, ça ne fonctionne pas. Alors vous pouvez le faire pour expérimenter. Moi d'ailleurs, des fois, j'en joue et tout, mais basiquement, vous n'êtes pas là pour simplement lister des faits, vous êtes là pour mettre en scène à l'étape de l'information. Lister des faits, c'est de manière neutre, décrire tout ce qui est visible de manière égale, et ça ne guide pas du tout l'œil, ça n'éveille pas du tout l'intérêt, ni la curiosité, etc. Vous, ce que vous voulez faire, c'est mettre en scène. On peut reprendre une image, je sais plus de qui on tient cette image, mais c'est un peu sur la vérité du monde, vous voyez. Je vais pas m'aventurer à essayer de retrouver cette... Mais en vrai, je sais plus de qui on tient cette image de... dans le noir complet. Imaginez que votre monde de jeu de rôle est dans le noir complet. Les personnages ne voient rien. Et vous, en tant que maître du jeu, dans Donjons et Dragons, ce que vous faites à l'étape de l'information, c'est que vous venez poser une lumière sur ce monde. Les personnages, les joueurs perçoivent le monde à travers ce que vous allez leur dire et leur montrer éventuellement via des aides de jeu, des images, tout ça. Mais surtout leur dire. Toutes vos idées, tout votre scénario, c'est le noir complet pour les joueurs. Donc ils ne savent absolument pas ce qu'ils doivent faire, etc. dans un premier temps. Et dès que vous allez commencer à parler, vous allez être comme une lampe et vous allez venir mettre de la lumière sur votre monde. Et au moment où vous allez mettre de la lumière sur votre monde, il va se passer quelque chose. Vous allez mettre en avant certaines choses. Ce que vous allez éclairer le plus, qui va être en plein phare de la lumière que vous allez mettre sur le monde du jeu, c'est ce sur quoi les PJ vont se concentrer. C'est ce qui va attirer leur regard, a priori, le plus. Ils sont guidés par la lumière. En projetant cette lumière, vous allez éclairer un petit peu d'autres trucs qui vont être un peu dans l'ombre, mais qui vont être quand même visibles. Et puis, il va y avoir tout ce que vous ne dites pas et que vos PJ ne savent pas, qui va rester complètement dans le noir. Et en fait, vous guidez la lumière comme ça. Ce que vous éclairez existe. Et en fonction de si c'est fortement éclairé ou pas fortement éclairé, ce sera fortement important, a priori, ou bien moins important. Donc dès lors que vous allez dire quelque chose sur votre monde, ça ne pourra pas être neutre. Si vous essayez de faire en sorte que tout soit gris, se vale un petit peu dans votre manière de décrire, c'est là où les PJ vont probablement commencer à partir dans toutes les directions. Ça peut être voulu, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est l'effet inverse, c'est essayer de guider. Donc on va prendre des exemples. Je vais vous faire des descriptions. Une description totalement neutre, par exemple, ce serait: vous avancez dans le donjon et vous arrivez dans une pièce rectangulaire. Il y a une porte au nord, une autre à l'est, une table au centre et une armoire contre le mur. Qu'est-ce que vous retenez de plus important? C'est assez aléatoire, a priori, parce que tout est décrit de manière égale. La pièce est rectangulaire, il y a une porte au nord, il y en a une autre à l'est, il y a une table au centre de la pièce et il y a une armoire contre le mur. Chacun des éléments qui ont été listés ici sont présentés de manière égale. Et donc, en fonction du moment où la personne elle aura écouté, de ce qui l'intéresse, etc., elle peut partir dans n'importe quelle direction. Alors, pour être tout à fait honnête, ça n'est pas neutre à 100%, parce que de toute façon, rien n'est neutre à 100%. Le simple fait de parler de l'armoire en dernier, c'est la dernière information donnée, c'est probablement celle que retiendront vos personnages dans cette description complètement neutre. C'est bon à savoir. Sans faire trop d'efforts, sans avoir ajouté plein d'adjectifs ou je ne sais pas quoi, d'avoir fait des descriptions sensorielles, etc., vous pouvez vous dire que le dernier truc dont vous allez parler, c'est il y a des chances un peu plus élevées
que ce soit le truc qu'on va retenir. Un deuxième truc qui rend les choses pas neutres, c'est les objectifs de vos personnages. Si par exemple leur but c'est de traverser le donjon, que vous leur décrivez une pièce complètement neutre, comme ça, tac tac tac, il y a une armoire, il y a un machin, bah a priori, s'ils savent qu'ils doivent aller vers le nord, déjà guidés par une information préalable plus importante, c'est ça qu'il faut retenir, qui est leur objectif, ils vont se dire en fait il n'y a rien d'intéressant dans la pièce, et ils vont aller tout droit. Et donc s'il y avait par exemple, ce que vous vouliez vraiment mettre en avant dans cette pièce, c'était la table qui se trouvait au centre, et que eux ils décident de juste traverser la pièce parce qu'il n'y a rien d'intéressant, peut-être que vous allez être un petit peu déçus par ce qu'ils font faire. Vous allez vous dire « Ah non, c'est bête, il y avait plein de mystères à découvrir dans cette pièce, pourquoi ils n'ont pas visité ?» Bah parce que tout était trop neutre. On va redécrire cette pièce maintenant en guidant le regard. La pièce est rectangulaire et poussiéreuse. Au centre, une table renversée, couverte de papier moisi. Mais ce qui attire votre regard, c'est l'armoire contre le mur. L'une des portes est entr'ouverte, et une odeur féreuse s'en échappe. Les deux autres portes de la pièce sont closes. Qu'est-ce qui a changé dans notre description ? Déjà, je ne l'ai pas lu de la même manière. Dans mon ton, je n'ai pas été aussi neutre. Mais on va pas s'intéresser à ça pour le moment. Déjà, j'ai dit que la pièce était rectangulaire et poussiéreuse. J'ai dit que sur la table renversée, il y avait du papier moisi. Donc en fait, à chacun des éléments là, j'ai rajouté un petit détail qu'on dira contextuel. Ça permet de poser une ambiance supplémentaire, d'apporter une émotion. Mais c'est toujours pas le sujet de notre vidéo, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de guider l'œil. Normalement, ce qui guide le plus l'œil ici, si je vous la refais, la pièce est rectangulaire et poussiéreuse. Au centre, une table renversée couverte de papier moisi. Mais ce qui attire votre regard, c'est l'armoire contre le mur. L'une des portes est entr'ouverte et une odeur féreuse s'en échappe. Les deux autres portes de la pièce sont closes. Eh bien, a priori, ce qui va attirer le plus le regard, c'est l'armoire contre le mur. Déjà parce qu'on a dit ce qui attire votre regard, littéralement, c'est l'armoire contre le mur. Ensuite, on a dit que la porte était entr'ouverte. On y a mis un peu de curiosité, un peu de mystère. Et puis, on dit qu'une odeur féreuse s'en échappe. Ce qui nous fait dire que elle n'est pas juste entr'ouverte en mode elle est sur le teco et les gonds ne tiennent plus bien. Il y a l'air d'avoir quelque chose à l'intérieur. On a appuyé un peu plus sur cette description. Donc c'est ça qui va attirer le regard. Une deuxième chose, c'est qu'on a donné un peu plus de contexte. Donc, comme je le disais, en disant que la pièce était poussiéreuse, etc., on a donné un peu plus vie à cette pièce. On l'a inscrite dans une histoire. Des papiers moisis par terre. Ça aussi, ça va nous attirer. Ça aussi, ça va nous attirer, les papiers moisis par terre. D'ailleurs, peut-être que certains de vos joueurs vont être plus intéressés par ça que par l'armoire, parce que justement, ça semble être le truc un peu moins évident. On a passé beaucoup de temps à décrire l'armoire, mais on nous parle un petit peu quand même des papiers par terre, donc il y en a peut-être un qui va aller jeter un œil. Ce qui est sûr, c'est que si vous lisez une seule fois cette description, vous avez créé une ambiance, la pièce est ancienne et tout, et vous avez attiré l'œil sur l'armoire. Le fait que vous ayez dit qu'il y ait deux portes qui sont closes, ça donne une petite information supplémentaire. C'est pas perdu par rapport à dire il y a une porte au nord et une porte au sud. Vous donnez pas l'information de si elles sont ouvertes ou closes, et donc ce qui va se passer immédiatement, c'est que vos joueurs vont vous dire elles sont ouvertes ou fermées les portes. Et donc vous allez devoir repréciser. Donc là, on a quand même une description assez condensée de tout ce qu'il y a dans la pièce avec une information prioritaire. Si on reprend l'image de notre lampe, la lumière est principalement mise sur l'armoire. Ce qui est, on va dire, dans l'ombre, c'est tout le reste. En fait, plus on va dans le dégradé, plus on passe de l'information prioritaire à l'information secondaire. Qui est prioritaire, là, c'est l'armoire, la table, je dirais. De toute façon, vous le ressentez, ces trucs-là. Ça sert à rien que je vous le décrive. Vous allez faire vos propres tests. Ça va vraiment être essentiel pour cet outil. On va prendre une autre image. La rue est animée, les marchands crient leur prix. Mais vous remarquez un silence étrange autour d'une étale. Personne ne semble vouloir s'en approcher. Vous croisez le regard de la tenancière, elle baisse les yeux et disparaît. Ici, on a un contexte, on a un marché. Un marché, c'est 1 milliard d'informations. Il peut y avoir tout un tas de trucs à acheter différents. Et d'ailleurs, c'est peut-être même la raison qui amène vos PJ au marché. Ils ont dit, on veut acheter des trucs. Et en fait, simplement en mettant un peu d'emphase sur l'étal mystérieux, en créant un contraste entre le marché qui est bruyant et cet étal qui est silencieux, en créant un contraste entre ce marché qui fourmille de vie et cet étal dont personne ne veut s'approcher, on met un focus sur cet étal et en plus on vient y mettre une petite touche de curiosité puisque il semblerait qu'il y ait un personnage, la tenancière, la marchande qui se trouve derrière cet étal, qui nous fuit du regard. Et notre inconscient nous fait dire qu'on va pouvoir obtenir des informations supplémentaires en l'interrogeant. Notre inconscient nous fait dire que c'est elle, le personnage principal de cette scène. On va prendre un autre exemple. La tour à l'horizon se dresse depuis des heures. À chaque pas, vous remarquez de nouvelles fissures dans la roche, comme si elle vieillissait sous vos yeux. Le chemin continue tranquillement devant vous. Ici, très peu d'emphase sur le paysage, très peu d'emphase sur le chemin. On veut envoyer une image forte. La tour à l'horizon.
Ça fait des heures qu'elle est là. On vient de montrer que le voyage n'a pas beaucoup d'importance. On vient d'un claquement de doigts de faire avancer des heures de voyage. Et on nous dit qu'à chaque pas, on remarque que la tour évolue en temps réel, qu'elle se fissure comme si elle était en train de vieillir sous nos yeux. On crée une notion d'urgence à s'intéresser à cette tour. On se dit, si on n'y va pas maintenant, elle va s'effondrer en fait. D'ailleurs, ce serait, si on reprend notre doctrine info, choix, impact, on sent que là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on va voir cette tour qui est en train de s'effondrer petit à petit? Si on va pas la voir et que notre MJ, il fait bien le job à côté de l'arbitrage, le fait d'avoir évité cette tour va probablement faire qu'elle va peut-être disparaître. On pourra peut-être plus jamais la visiter si elle s'effondre en temps réel. Vous voyez, en choisissant bien les informations, on peut influencer les comportements, donner de manière subtile des informations telles que l'urgence, la menace, montrer ce qui est important, ce qui l'est moins. Et donc ça, c'est une compétence qui s'appelle la narration, tout simplement. C'est une compétence qui s'appelle la narration, c'est le fait, la narration, de discriminer les faits, amener de l'émotion, amener une histoire. C'est aussi simple que ça. L'histoire, telle qu'on nous la raconte, ne nous raconte pas tous les faits du monde entier en même temps. On crée un narratif, on choisit ce qu'on veut, on hiérarchise des informations sur le monde pour nous raconter justement une histoire. Dans un jeu vidéo, on veut faire une narration environnementale. Il n'y en a pas un narrateur, enfin ça dépend des jeux vidéo, vous allez me dire, on n'a pas un narrateur comme en jeu de rôle a priori aujourd'hui, on va plutôt nous guider avec ce qu'on voit. Et donc on va essayer de mettre l'emphase par des jeux de lumière, par des angles de caméra quand on arrive dans un endroit, etc. On va essayer de nous montrer ce qui est important. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est autour n'est pas du tout important. Si c'était pas du tout important, on ne le mettrait pas a priori. On n'en parlerait même pas. Le reste, c'est du contexte. Et ben en jeu de rôle, c'est pareil. Si vous voulez un peu plus guider les choix de vos joueurs, il faut être capable, à travers la manière dont vous narrez les choses, de leur montrer ce qui est important, ce qui l'est moins, et de ne pas parler des trucs où vous voulez pas qu'on s'y intéresse. Donc voilà, vous voyez bien que c'est un outil qui est quand même très profond, et encore là, on n'a même pas parlé de l'impact. On n'a même pas parlé de cette partie-là. Cette partie-là, on s'en fout. Rien que ça, vous pouvez l'explorer toute une vie durant, finalement. Alors maintenant, moi je vous promets des petits outils simples. Et en réalité, en jeu de rôle, vous n'avez pas du tout besoin de devenir un grand maître de la narration. Absolument pas. Vous pouvez vraiment améliorer avec un levier tout simple votre partie de jeu de rôle si vous partez de zéro, quoi. Donc maintenant, passons aux actions que vous pouvez faire. Je ne pense pas qu'il y ait un outil particulièrement hyper puissant dans l'improvisation. Vous voyez, tout ce qu'on vient de faire, vous allez peut-être devoir le faire en improvisant en jeu de rôle des fois, en pleine partie et tout et tout. C'est pas forcément évident de donner un outil pour penser à ça pendant la partie. Vous avez déjà bien des choses à penser, donc je pense que, on va dire, la narration spontanée sur le moment, etc., c'est vraiment un truc qui va s'améliorer avec la pratique. Vous, là où vous pouvez agir, c'est justement dans ces moments où vous n'êtes pas pris sur le vif, vous préparez un petit peu, répétez vos katas, vous voyez. Faire des exercices d'entraînement, là. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre scénario, là, que vous voulez faire jouer la prochaine fois. Vous allez reprendre vos idées, peut-être... peu importe à quoi ressemble votre scénario, finalement. Vous allez reprendre ce que vous aviez écrit. Ah, je vois plus ce que j'écris. Je suis bigleux et daltonien, c'est grave. Il me faut que ce soit écrit en gros pour moi. Et vous allez simplement, par exemple, en prenant une pièce de votre donjon, je ne sais pas, ou un lieu d'enquête, etc., vous allez choisir un truc, le truc le plus important. Il peut y avoir plusieurs trucs importants dans une scène. Hein. On n'est pas dans un dogme, là. Mais si, déjà, basiquement, vous pouvez à chaque scène choisir un truc important, c'est pas mal. Si vous dites qu'il n'y a rien d'important, s'il n'y a rien d'important, c'est peut-être que vous n'aviez pas besoin de le planifier, que ça ne fait pas partie de votre préparation, quoi. Mais voilà, je pense que trouver un truc important, c'est assez facile. Ensuite, vous allez hiérarchiser l'information. Donc forcément, le truc important, vous vous souvenez de l'image de la lampe, il va être mis en avant. C'est l'info centrale, qui doit être limpide, qu'il faut absolument que les joueurs aient. Il ne doit pas y avoir de possibilité de rater cette information centrale. Le reste, ça devient le contexte. Le reste de ce que vous allez dire, c'est du contexte. Ce contexte, il est important aussi, pour véhiculer une forme peut-être d'émotion, d'ambiance. Vous voyez, si on reprend l'image du marché, c'est important quand même qu'on sache qu'on est dans un marché avant d'avoir ce focus sur la femme derrière son étale mystérieuse. Parce que le contexte va venir nourrir les descriptions que vont faire nos PJ, il va venir nourrir leurs actions. Eux, a priori, ils vont vouloir s'intéresser à cette dame et vont se dire, comme je suis dans un marché, je vais essayer de la contourner par derrière les étals, etc. Ou alors je vais me faire passer pour un client lambda, etc. Et en fait, ce contexte va aider à faire
des choix derrière, à élaborer des stratégies, tout ça. Donc le contexte, c'est pas parce qu'il est plus bas dans la liste des informations qu'il est moins important. Il est au moins aussi important que l'info centrale. C'est juste qu'on va pas le présenter de la même manière. C'est vraiment là que ça va changer. Tout le reste, c'est du bruit. Donc, vous voulez vraiment vous concentrer sur l'info centrale et le contexte, principalement. Et donc, comment vous allez mettre en avant l'info centrale ? Plusieurs manières de faire, que je ne vais pas développer plus que ça. La plus simple, honnêtement, manière de faire, c'est la durée. De manière générale, il vaut mieux que vos descriptions ne soient pas trop longues, parce qu'on veut préserver notre boucle info, choix, impact. Si c'est que des infos, si c'est que tout le temps vous qui parlez et que vous n'arrivez pas assez rapidement à un choix, votre partie de jeu de rôle va avoir un problème. Donc on ne parle pas ici de faire parler pendant 250 ans de l'info centrale, mais en proportion par rapport au contexte, l'info centrale devrait peut-être avoir un petit peu plus de place. Mais c'est qu'un angle, c'est pas cumulable tout ce qu'on va se dire. Donc il y a la durée, voilà, vous pouvez parler pendant un peu plus longtemps de ce truc-là. Typiquement quand je dis « Mais ce qui attire votre regard, c'est l'armoire contre le mur, l'une des portes est entr'ouverte et une odeur féreuse s'en échappe », ma description est plus longue que « Les deux autres portes de la pièce sont closes ». Donc, a priori, de tout ma petite lecture qui dure 10 secondes, on va principalement retenir l'armoire. Ensuite, deuxième truc sur lequel vous pouvez jouer pour mettre l'emphase, c'est la précision, tout simplement. En général, elle va un peu de pair avec la durée, mais pas nécessairement. Je peux augmenter la précision sans trop augmenter la durée. C'est difficile parce qu'en général, vous allez ajouter un petit adjectif. Jouez pas au con avec moi, forcément. Pour ajouter une petite précision, il faut en général rajouter un mot. Ce que je veux dire, c'est que simplement, en étant un peu plus précis sur un truc, vous mettez l'emphase dessus. Par exemple, tu rentres dans la salle des coffres, il y a un tapis d'or devant toi. L'une de ces pièces d'or, en forme d'œil, semble t'observer. C'est un peu plus précis. Au milieu de toutes les pièces d'or, qui se ressemblent toutes, et qui sont quand même pas que du contexte, c'est quand même une info centrale que je vais pouvoir me récupérer un paquet d'or. Mais quand même, le MJ, il m'a décrit juste une petite pièce d'or, et elle, on dirait qu'elle me regarde. Je me dis qu'il y a un piège, vous voyez. C'est une info importante. Ensuite, il y a la charge émotionnelle. Si je dis, il y a une pièce avec 3 portes, une armoire et une table en chêne, la table en chêne, il y a une précision dessus. Mais la charge émotionnelle est tellement faible que c'est presque anecdotique. Alors que si je dis, vous entrez dans une pièce, il y a 3 portes, une armoire et une table en os humain, c'est pas la même chose. Et puis finalement, il y a la répétition. C'est-à-dire que si, malgré vos efforts, vous avez mis un peu d'emphase sur un truc, etc., il y a vraiment une info centrale qu'il ne faut pas rater, vous pouvez réfléchir à une manière de répéter cette information ailleurs dans le scénario. Donc ça, on est déjà plus au niveau de l'impro. Vous n'allez pas programmer de répéter 50 fois le truc, sinon ça va devenir lourd, vous voulez pas des descriptions trop longues. Cette répétition, c'est un peu le truc qui vous sort de la mouise. Les PJ se barrent de la scène en n'ayant pas vu le truc. Peut-être qu'un PNJ va faire « Attendez, regardez, dans l'armoire !» Et il va leur révéler quelque chose. Ça change l'histoire. Le fait que ce soit ce mec qui ouvre l'armoire, ça tombe, c'est lui qui va se prendre le piège, il va mourir, ça va être dramatique. Mais vous avez répété le truc, ils l'ont pas raté, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les leviers un petit peu pour remettre en avant une info centrale qui aurait été loupée. Et donc dernier petit conseil, et on va arriver à la fin de la vidéo, tout ça, ça veut pas dire que vous devez préparer des descriptions à rallonge, tout préparer, etc. Vraiment, si vous arrivez à, dans votre scénario, vous dire ça, j'aimerais bien qu'il le manque pas, vous réfléchissez un petit peu à comment mettre l'emphase dessus, et ça suffit. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des techniques en fait sur les internets qui circulent sur comment décrire les choses, par exemple avec les 5 sens, l'odeur, le regard, etc., etc. Tout ça, c'est une boîte à outils finalement. Mais à chaque objet que vous voulez mettre en avant, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Son odeur, à quoi ça ressemble, quel bruit que ça fait, au toucher, qu'est-ce que je ressens, etc. Tout ça, votre but, c'est pas de devenir quelqu'un qui décrit hyper bien chaque chose. Parce que justement, si vous commencez à tout trop bien décrire en détail, la hiérarchisation des informations, c'est niette. Tout est trop détaillé. Il n'y a plus de contraste. Et l'autre truc, il faut être assez prudent avec une tendance qui est naturelle. Et il n'y a pas de souci avec ça. Tendance naturelle à donner plein de détails pour donner vie au monde. Par exemple, sur la scène du marché, je pourrais dire il y a le poissonnier, il y a le machin, il y a le bidule, il y a le truc. Vous voyez, déjà là, je suis en train d'improviser, je dis n'importe quoi, je sais plus dans mon script, et je commence à utiliser des mots qui veulent rien dire. Il y a le machin, il y a le bidule, il y a le truc. Et si vous décrivez chaque étal, toutes les options, etc., encore une fois, vous allez noyer d'informations. Ça peut être voulu. Ça peut être un effet que vous recherchez. Il peut y avoir des scènes où vous n'avez pas d'attente particulière en tant que MJ. On n'est pas obligé de toujours avoir un super drive narratif avec l'information centrale parfaitement ciselée et tout. Mais c'est quand vous avez envie de ça, que vous avez besoin de guider un peu plus les choses, que vous voulez
intentionnellement créer l'emphase sur quelque chose, que tout ce dont on vient de parler aujourd'hui devient une technique super cool. Et en plus, ce qui est fun, enfin, c'est sympa comme exercice de se poser et de faire attends, comment est-ce que je pourrais vraiment décrire le livre du magicien? Vous voyez, vous pouvez vous dire, il y a un loot. Littéralement, là, on parle en termes de game design, mais au niveau vraiment ludique, je sais pas comment vraiment bien séparer les choses, j'ai pas de mots précis ici. Vous voulez que le PJ magicien il trouve le bouquin du magicien. C'est une de ses récompenses. Si vous dites, il y a des livres, il y a des chances qu'il le rate. Si vous dites, il y a un livre de magicien, c'est pas ouf non plus. En mettant de l'emphase sur ce livre de magicien, en se demandant à quoi il ressemble exactement. Est-ce que c'est un livre qui a une couverture en métal avec un verrou, un métal chaud, ça le rend mystérieux et tout. En même temps, vous améliorez entre guillemets l'impact, la charge émotionnelle de cet objet, et en même temps vous mettez l'emphase dessus, vous faites d'une pierre deux coups. Ce livre de magicien devient unique. Voilà pour cette vidéo. Le truc que je vous ai pas dit, là, dans les informations que je vous ai données, vous retenez principalement celle de la fin, si vous n'avez pas pris de notes. Mais le truc le plus important à retenir, je pense, au-delà de cet outil pratique, c'est cette logique. La logique de Crix McDowell avec information, choix, impact. C'est quelque chose que vous pouvez noter quelque part comme un rappel. Vous voulez toujours donner des informations à vos joueurs. Vous voulez toujours que leur laisser une liberté de choix. Et vous voulez toujours que leur choix ait un impact. C'est peut-être le truc le plus important de la vidéo. C'est pour ça que je reviens dessus. Sur ce, on a fini avec cette nouvelle vidéo sur un outil de créativité, de préparation. Vous avez toutes vos idées. Vous les agencez pour faire un scénario en mettant des désirs pour certaines entités, des obstacles, etc. Ce qu'on a vu dans les 2 vidéos précédentes. Pour terminer, vous demandez qu'est-ce qui est vraiment important. Peut-être que vous surlignez ce qui est vraiment important déjà pour vous ne pas l'oublier et aussi pour en faire une priorité lorsque vous allez en parler dans votre scène. Il y a des choses sur lesquelles on a rarement besoin de mettre de l'emphase. Quand vous décrivez qu'il y a un dragon dans le ciel, peu importe les informations que vous avez dites avant, la charge émotionnelle est tellement importante que bien souvent, il n'y avait pas besoin de plein d'artifices et de super descriptions pour mettre en avant ce dragon hyper dangereux. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, votre partie, vous n'avez pas besoin d'être conscient en permanence de cette info centrale, de comment mettre la précision, etc. dessus, de comment zoomer dessus, de comment hiérarchiser les informations. Vous n'avez pas besoin pour faire une partie de jeu de rôle de tout ce que je viens de vous dire. Mais plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez jouer avec ça, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Le faire avec intention et conscience. Guidez l'œil. Éclairez votre monde de Dungeons & Dragons. Transportez-les dans un univers de fantasy. Plus de 10 000 races jouables. Plus de 50 000 classes. Le nouveau World of Warcraft. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, likez, faites tout ce qui est possible. Tout ce qui est en votre pouvoir pour me le signaler et faire prospérer cette chaîne. De futures vidéos arrivent. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore de quoi elles vont parler, alors dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir comme petit conseil de jeu de rôle. Sur ce, merci à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee, la chaîne Le Bon MJ, et je vous dis à très bientôt dans le donjon.